Chers petits observateurs, s'il y a bien une voiture qui méritait un secret de design, parce que c'est un archétype que tout le monde connaît, c'est le Range Rover. Et ça tombe bien, Mr Nemeth, notre ministre du design de chez POA, vient d'agrandir sa collection. Que dis-je, sa collection? Sa famille, ses enfants, ses bébés. Voilà, l'arche de Noé. L'arche de Noé, oui. Avec un Range Rover troisième génération. Troisième génération des années 2000, il est 2007 celui-ci, donc deuxième phase de la troisième génération. Voilà, on va pas s'emmerder avec la technique, je voulais que tu nous parles voilà, de cette auto et de son style, parce que c'est vrai que voilà, c'est intemporel, on a l'impression tous de les connaître, et voilà, pourquoi tu voulais élargir ta famille La famille, il n'y a pas beaucoup de tout-terrain ou de SUV ou de choses comme ça. C'est pas personnellement ma tasse de thé, sans vouloir faire d'humour anglais. Tu veux dire les SUV? Les SUV, oui, les SUV. Et les 4x4 d'une manière générale, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop ça. Bon, je cherche les goûts, les couleurs. Le Range, c'est à part. À part. Le Toyota Land Cruiser également, le Suzuki Jimny sont un peu des niches. Et le Range est sans doute le plus iconique. Et ils ont finalement inventé ce que tout le monde a copié 30 ans après, c'est-à-dire faire un véhicule tout-terrain en smoking. Mais ce que Land Rover, dans la grande famille Land Rover, Range, c'est le porte-étendard. On avait fait un Defender, bon ça c'est encore une autre série, mais le Range reste à part, reste le patriarche. Et il est au fil des 5 générations, on est à la 5e génération, toujours resté inclassable, toujours resté au top. C'est un peu comme les classes S. Toutes les générations, à leur époque, elles étaient toujours, est-ce qu'elles étaient la meilleure ou dans le peloton de tête, je ne sais pas. Philippe, quand je l'ai vu, je me suis souvenu le secret de design qu'on avait fait ensemble sur Jeep et notamment les trompe-l'œil de carrosserie pour donner l'air solide. Je t'ai dit, mais est-ce que c'est la même chose sur Range Rover? Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus subtil. Voilà. Comment tu décrirais ce style? Écoute, j'y réfléchissais, effectivement, on en avait déjà parlé. Je pense que la chose la plus notable, c'est que ce véhicule, oui, il y a la même chose en termes de code stylistique, la façon dont tu vas gérer les rayons, la façon dont tu vas gérer ça, même la taille des poignées, des rétroviseurs, etc. Mais autant le Jeep, il crie « Je suis un tout-terrain, je suis musclé, regarde mes tatouages ». Il n'y a pas d'arche de roue. Il n'y a pas de... Ici, sur le Range. Ici, sur le Range. Ouais. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est en fait un tout-terrain. Oui, il y a toujours les codes stylistiques du designer qui vont plutôt faire telle ou telle rainure ou tel rayon pour le trompe-l'œil. Mais le Range, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ces artifices, il n'a pas besoin de ces trucs, ces machins. Il est en termes de proportion juste, suffisamment massif en termes de taille, et tu vois, il y a, mis à part vraiment le tout bas de caisse, tout est couleur carrosserie, il n'essaye pas de rajouter des artifices pour dire moi je suis le baroudeur, je suis costaud, je suis plein d'équipements. Pas pour dénigrer le Jeep, mais je pense que c'est la caractéristique principale qui change, même si à nouveau on aura utilisé la même démarche si on veut faire quelque chose un petit peu solide. Explique, parce que tout le monde n'a pas forcément vu le secret de design sur les Jeep. Oui, non, mais en termes de section, tu vois, ça, le fait d'avoir cette rainure, groove en anglais, ça donne l'illusion optique d'avoir en fait une carrosserie d'1 centimètre d'épaisseur, qui n'est pas le cas. En termes de style, ce qui est intéressant, il me semble que le tout premier Range, alors le premier Range est sorti en 2 portes, pendant même presque 20 ans, je ne sais plus, aux fins des années 80 ou milieu 80. Ouais, milieu 80, je dis une bêtise. Enfin, en tout cas, la grosse décennie et demie, c'était un strict 2 portes, qui était rigolo avec ses poignées sur les côtés, qui était déjà très moderne. Et ensuite, la version 4 portes est arrivée. T'allais me montrer ça, t'allais me montrer, oui. Justement tu disais... Et donc sur le tout premier, les montants étaient couleur carrosserie, mais les premières années. Et ensuite, je pense dès les 5 portes, il y a eu les montants peints en noir, enfin ou noir mat ici, et donc ça donne l'illusion optique d'avoir en fait le vitrage qui fait tout le tour, et le toit qui est en lévitation. Et tous
les Range Rover, tous les Land Rover sont faits de la même, et beaucoup de voitures sont faites comme ça. Les Mini notamment. Oui, les maintenant, Mini, absolument. Pour avoir le toit flottant, comme on dit. Exactement. Et c'était quand même moderne dans les années 80, et ça a été repris sur tous les Range Rover. Alors celui-ci, en termes de proportion, on parle souvent du ratio, la ligne de la ceinture de caisse, il a des vitres très hautes. Et c'est assez surprenant. Ça te plaît. Tu m'as dit ce que j'aime, c'est qu'il y a encore beaucoup de vitrages. Oui, alors... tu dis pour la luminosité, c'est top. Pour la luminosité ou le plaisir de voyager, ça fait une différence fondamentale. À l'arrière ou à l'avant, je ne parle même pas du confort des sièges, des trucs, des machins. Le fait d'avoir effectivement Bon, d'abord... Attends, je vais la fermer pour qu'on voit où ça t'arrive. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, les vitrages, je ne sais pas sur le nouveau Range, mais ont tendance à arriver à l'épaule, quoi. Ouais. Bon, moi, je ne suis pas très grand. Non, mais ça, donc, tu m'as dit, c'est vachement important. Mais... Oui, et alors, pour revenir à la petite évolution de l'espèce, c'est rigolo un jour d'avoir les 5 générations, qui sont très symptomatiques des époques. Il y a eu la deuxième génération de Range Rover, dans le début des années 90, qui s'appelait le P38. Il y a eu d'ailleurs un petit observateur il y a quelques temps nous en présenter qui est peint. Que moi j'adore. Enfin, tu sais, quand tu les aimes, ces bêtes-là, t'aimes toutes les générations. C'est comme les Classe S, les Porsche 911 ou les Golf. Mais en fait, il avait en termes de style, la deuxième génération des années 90, pas mal perdu de la spécificité du Range. Quelle est la spécificité du Range? C'est ce porte-à-faux arrière très 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 long. Porte-à-faux, donc entre l'essieu et la roue. Et donc c'est vraiment un code stylistique. Alors, je pourrais pas. Tu dis entre l'essieu et la roue. Non, pardon. Excuse-moi. Je parle trop vite. Entre l'essieu et le pare-choc. Voilà. Après, c'est l'impression d'une petite aile. Voilà. Et donc, ça crée, en fait, si tu regardes le profil, je connais pas les cotes exactes du 38, mais ça c'est un point. Ensuite, dans le traitement... qu'il n'y a pas de porte-à-faux devant, presque. Oui, très peu. Et ça donne vraiment cette silhouette particulière. Les vitres assez hautes, donc, qui est quand même caractéristique de la première génération. Et le traitement du capot englobant, coquillage, avec ce dessin qui, en fait, est pratiquement identique au dessin original du Range, que le 38, donc la deuxième génération, avait perdu. Donc c'est assez rigolo qu'on revient. Si tu regardes l'évolution des Ford Mustang, par exemple, tu vois que les dernières empruntent peut-être plus des premières générations que celles des années 80 ou 90. Et j'ai un peu l'impression que que sur les Range, c'est un petit peu la même chose. Alors, il a en termes de développement, il a quelque chose de très original. C'est la marque BMW qui avait acheté Land Rover dans ces années, fin des années 80, dans les années 90. Et en fait, ce véhicule a été développé sous la direction sous l'actionnariat de Land Rover, de BMW, et BMW a revendu à Ford. Entre-temps. Donc Ford, ce grand constructeur, une fois qu'ils ont racheté, ils n'ont pas tout révolutionné, mais cette version a subi un certain nombre de modifications techniques, et notamment au niveau motorisation. Donc cette deuxième phase... Celle qu'on voit là, c'est la deuxième phase de la troisième génération, et qui a accueilli des moteurs V8 diesel, qui n'était pas le cas avant. Là, le V8. On va ouvrir le capot, parce que je trouve que quand tu parles du capot coquillage englobant, on le voit très bien quand on soulève. La voiture pèse 2,7 tonnes, donc il fallait un gros moteur. Et donc ça, Ford, avec 6 personnes à bord, à vide, 2,7 tonnes. Donc quand Ford a racheté, ils ont dit on va lui mettre, ils ont développé un V8 diesel. 3 litres 6 qui a évolué en plus grosse cylindrée un petit peu après. Alors la génération qui l'a remplacé, dans les années 2012, donc la quatrième génération est en alu, donc elle a perdu 400 ou 500 kilos. Mais ça, c'est encore les versions en acier. Je parle de toute la superstructure. Mais je reviens juste sur les éléments de style. Tu disais, là, tu vois, c'est un peu le premier capot, mais ça, où on a l'impression que la tôle est plus épaisse, c'est juste du trompe-l'œil ou c'est quand même... Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que le fait qu'il y ait 2 étages comme ça, voire 3, quand il tombe, on a l'impression que ça pèse 3 tonnes et que c'est très... Oui. Alors que la tôle est peut-être un chouïa plus épaisse qu'une tôle de voiture, mais c'est pas... Non, c'est volontaire, c'est travaillé. Tu m'as pas parlé des feux qui finalement datent beaucoup années 2000, parce qu'aujourd'hui on fait des feux plus étroits, plus laser, plus techno.
est-ce que ça, voilà, comment toi, en termes de design aujourd'hui, ça te fait sourire, tu trouves ça beau, tu trouves ça laid, tu dis c'est une époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on découvrait les vitres polycarbonate qui permettaient d'avoir de la transparence. Oui. Comment tu le... Ça paraît presque... Je trouve que c'est ce qui date le plus la voiture au-delà, beaucoup plus que sa tu ligne. dis souvent ça. Moi, Ouais. Non, mais tu as le droit de pas être d'accord. Hein. je suis pas, ça me choque pas. Ouais. Alors, ce qui est rigolo aussi en termes de phares, c'est que la deuxième génération dont on avait parlé avait des feux rectangulaires. Et là, on est revenu, les premiers ranges avaient des feux ronds. Et donc, en fait, cette espèce de... On est sur un bloc rectangulaire, mais on a quand même la lecture d'avoir des feux ronds. Donc ça, même si ça, oui, objectivement, tout de même vieilli par rapport aux technologies les plus modernes, c'est marrant que la troisième génération a repris des éléments de la première en les modernisant. Et le polycarbonate, effectivement, dans ces années-là, c'est sans doute l'époque où il y a eu le plus d'évolution en termes d'optique. Oui, parce qu'on les voyait, on voyait les angles. Par rapport au bloc en verre. Et donc, à l'arrière aussi, c'est rigolo qu'il soit translucide, cristal. Ça, c'était un truc atypique et très, très distinctif du range. Il y a Lexus qui avait ça sur la IS200. Oui, Julien. Alors, je ne sais pas lequel est sorti premier, mais effectivement, c'était quelque chose de marquant. C'est pas... Peu de voitures avaient une signature d'optique arrière ainsi. Ah, moi, il y a une chose qui m'a toujours bluffé, c'est l'ouverture en deux parties dans les ranges. Ouais, c'est toujours ça très chic. Tu vois? Et je crois que la partie basse, il y a un calcul qui est fait pour qu'on peut s'asseoir jusqu'à 120 kg, je crois. Et tu vois, dans le les souci pique-niques. du détail. Ouais. Et tu vois, ça, c'est pas juste une languette. C'est quand même pas mal fait. Ouais. Ah, putain, Et puis bon, t'as la vraie route secours. Ah merde! Dis donc, je te souhaite pas de devoir l'emmener un soir d'hiver sous la pluie. Non, mais ouais. Elle y est. Ouais. Et elle est propre au sec. Ouais. Moi, j'adore aussi comment ils ont intégré l'essuie-glace arrière. Oui, qui est complètement planqué. Voilà, montre-le, ouais. Et mon père d'ailleurs me dit ah mais il n'y a pas d'essuie-glace. Si, mais je n'en ai pas vu. Mais si, il est là. Tu vois, il est planqué là. Ouais. Tu aurais envie que sur toutes les voitures, il soit comme ça. Ça ne reprend pas un élément du, je me souviens pas, du range originel? Non, a priori, non, il n'y avait rien. Pas, à ma connaissance, il n'y avait pas d'élément sur le... Bon, il faudrait regarder les photos, mais je ne pense pas. Par contre, ils l'ont repris sur les 4e et 5e générations. Après, est-ce qu'il y a une petite histoire derrière? Je ne la connais pas. J'ai récemment eu l'honneur d'avoir été invité par Land Rover au centre de design à Gaydon, près de Coventry en Angleterre, pour le lancement du facelift, donc la dernière version du Velar. Donc j'ai pu rencontrer toute l'équipe des designers et c'est assez impressionnant le fait qu'ils soient encore, ils sont très attachés au process de design traditionnel, c'est-à-dire dessin numérique, maquette physique en argile ou en clay, et ils cherchent aujourd'hui. Les derniers modèles sont des sculptures, sont extraordinaires en termes de style. Ils vont très très loin. Tu me disais, c'est maintenant au quart de millimètre, quoi. Ouais. Alors évidemment, en jouant se servant des outils numériques et en faisant ce va-et-vient, c'est-à-dire tu vas dessiner, tu vas faire une maquette qui va être fraisée, des modifications sont faites sur la maquette numérique va être mise à jour. Tous les constructeurs font ça, mais j'étais très surpris de voir à quel point, tu sais, il y a une quinzaine d'années, beaucoup de constructeurs ont dégagé les maquettes parce que les maquettes physiques au profit de maquettes virtuelles. Tu me parlais de joints intérieurs, tu avais appris ça aussi au centre de design. Alors, mais depuis longtemps, donc en fait, pour pas te salir le bas de pantalon ou les bottes, en fait, tu vois, la porte, elle descend très bas. Elle descend très bas, elle pourrait descendre là. Mais tu vois, il y a ce joint-là qui va protéger. Ça va toujours être propre. Et donc, c'est des choses auxquelles ils pensent. Et ils sont allés même beaucoup plus loin dans les dernières versions. Mais ça fait partie du process design. C'est où est-ce qu'on va mettre la découpe de porte? Oui, on va la mettre, mais à un endroit plus ou moins bas. Mais il y a aussi cette réflexion. Le range, c'est un tout-terrain. C'est pas juste... Donc, il y a cette subtile alchimie de classe typiquement anglaise. Donc celui-là, voilà, à droite, il est né en Angleterre, tout va bien, même s'il est un petit peu américain ou allemand dans ses gènes. Mais voilà, tu peux aller dans un bon restaurant, tu peux aller au casino avec le ranch, on ne va pas te regarder de haut. Ah oui, on le sait. Ah. Tu veux monter à l'intérieur, nous raconter ce que l'intérieur t'inspire?
là, il y avait quand même un bond en qualité. Tu parlais de la deuxième génération. Là, on sent que BMW avait quand même fait un gros travail sur les matériaux, les assemblages, tu vois. On est encore à l'époque des boutons. Hein. Oui, oui, c'est ça qui est... En fait, les constructeurs, dans les centres de design, c'est une vraie réflexion. Qu'est-ce qu'on met en digital? Qu'est-ce qu'on laisse en haptique ou en physique? Et je ne pense pas qu'on ait encore complètement statué. Parce qu'effectivement, il y a des commodos, des boutons qui sont importants de les avoir en physique, les warnings ou les boutons. Alors là, comme tu disais justement, on est au début, ça paraît ridicule. C'est ridicule par rapport à la technologie qu'il y a aujourd'hui. Ce véhicule est de 2007, conçu début 2000, donc on parle de 15 ou 20 ans. Donc c'est tout à fait normal que la qualité de la caméra de recul, etc. sont pas au point. Alors c'est le premier range que je conduis en fait. Et c'est drôle parce que tout est dépaysant. On retrouve tout, mais tout est atypique, même la position des vitres électriques très hautes comme ça, l'ensemble des boutons, effectivement, c'est ces gros boutons, mais tu peux imaginer, tu te concentres sur la conduite, tu es en tout terrain, c'est vraiment dans le process. J'ai ces vitres basses, je regarde s'il n'y a pas un trou, machin, je veux un coup de chauffage, je n'ai pas besoin de regarder. Tu vois, c'est caricatural. C'est presque trop, tu vois, ces boutons, ces rainures, etc. Mais c'est drôle aujourd'hui, 20 ans après. C'était le premier à avoir le Terence Response, je ne sais pas si c'est... Mais on sélectionnait son mode boue, rocaille, oui, tout à fait. sable, c'est la hauteur des suspensions. Voilà, qu'on règle aussi là. Donc c'était... Ça a été repris ensuite, mais ça changeait beaucoup de choses. Ça changeait beaucoup de choses. Je ne suis pas trop à l'aise, je ne touche pas trop, je laisse en mode normal. Ça marche très bien. Ouais. Tu m'as montré une chose amusante, là il y a deux boîtes à gants, une en bas. Ouais. Oh là, j'espère qu'elle n'est pas... Non, je pense qu'il y a le petit machin, c'est une anglaise, hein, tout ne peut pas être parfait, qui... Si je te casse, excuse-moi. Non mais c'est tout en haut. Voilà. C'est celle du haut. Et là, il y a quoi? Alors là, il y a une petite lampe. Une baladeuse. Une baladeuse qui est déchargée là. Mais j'avais lu dans des... tu sais... Génial, elle a plusieurs, elle doit avoir des LED, Julien, t'as vu? Mais elle comme la Ritmo. Comme la Ritmo, c'est pour ça que je pense à ça. Je pense que l'accumulateur est à changer, mais enfin, le concept de la voiture d'occasion, et c'est pas des piles. Si ça c'est toujours dans la boîte à gants, c'est que on avait affaire à un propriétaire méticuleux, etc. Donc en termes de finition, ça c'est le Vogue. Qui me semble était le plus haut de gamme en France, mais il y avait une version autobiographie, encore plus. Je ne sais pas s'il était diffusé en France, mais à nouveau celui-là c'est le Vogue qui est. Il y a plein de petites attentions à l'intérieur. Regarde Julien, quand tu baisses cette partie-là, tu vois, qui est la coudoir emmène l'appui-tête, et dans l'appui-tête tu as aussi ton petit gobelet. Tu peux mettre tes deux gobelets, mais c'est dans le porte-gobelet est dans l'appui-tête. C'est-à-dire que si tu remontes la coudoir, tu vois, il y a tout qui va avec. Je trouve ça très amusant de voir comment il s'est. Et puis là aussi, il y avait cette boîte qui te plaisait. Oui, ça c'est pour le. Voilà, il y a le. Tu as dans un sens ou dans l'autre, c'est quand même assez pas mal. C'était pas mal fait. Bon, ça pour le téléphone, qui est plus, mais il a plus grande utilité, avec un petit vérin. Tu vois, il est quand même. Tu l'entends même le vérin. Donc c'est quand même assez bien fait pour ce genre de petits détails. Tout de même. Alors toutes les voitures ont des boîtes à gants comme ça, mais bon, c'est quand même pas mal fichu. Et les gens qui étaient derrière pouvaient mettre par une prise auxiliaire, tu peux mettre ta musique et peut-être ça envoie devant et tout. Ça je ne sais pas Julien, mais peut-être. C'est stylé ce que Donc voilà, alors nous on en trouve beaucoup d'occasions en France ou en Angleterre, hein, on en trouve partout. Moi, bon, c'est un secret de design, pas un conseil d'achat, mais c'est toujours intéressant de voir. L'état est quand même assez symptomatique de l'utilisation d'avant. Même si l'ancien propriétaire a fait du tout-terrain, tu imagines l'anglais qui fait du tout-terrain, il va le laver après, il ne va pas laisser... On est quand même dans le fantasme, là, un peu de tout ce que dégage la marque. Tu en es Mais tu en trouves des usés, parce que j'en ai vu plusieurs, hein, je n'achète pas le premier. Et il y en a qui, visiblement, sont usés, c'est-à-dire qu'ils ont servi à mettre des caisses, des trucs, des machins. Donc il y en a qui sont vraiment, à nouveau, usés parce qu'ils ont été utilisés à mort. Enfin, à mort. Pas mal utilisés, mais utilisés presque comme véhicule utilitaire. Dis donc Philippe, alors on n'a pas la pièce pour monter sur le toit là,
Ouais. Mais regarde, viens te mettre de l'autre côté. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Viens voir. Pourquoi il y a des barres là, tu vois, au-dessus. Je suis désolé, je suis obligé de mettre le pied sur le cuir. À quoi ça sert ça? Moi, j'ai une explication, mais je suis pas sûr de celle-là. Vas-y, je te dirai après. Ça te dit. Tu vois, parce que quand on est en haut, ça lui donne aussi un petit côté plus costaud. Mais moi, je vais te donner une explication qu'on m'a donnée. T'en as une, toi, ou pas? Moi, je pense que ça rigidifie la tôle. Mais Moi, on m'a ouais, dit qu'en fait, pour stocker les toits, si tu n'as pas ok. ce genre d'éléments, les deux pièces se collent. Ok. Et le fait d'avoir comme ça permet de gérer. C'est pas Ok. propre au range. Ah, ok. C'est un jour, on m'a donné cette explication. Écoute, Mais avoue que ça fait plus Ouais. industriel et pro, ça. bah, Tu vois, j'apprends quelque des chose. plis comme ça permettent de tout de même rigidifier la tôle. Si vrai tu avais la tôle seule, elle serait. Elle se... D'accord. Mais après, cette explication est assez chouette parce que je pense qu'il y a, 500 il y a- € d'honoraires. il y a beaucoup de vrai. C'est haut quand même, hein?